Bonjour tout le monde. Alors, après ma petite semaine de vacances, tranquille, pépouse, sur la plage avec l'océan, me revoilà pour vous parler de mes lectures du mois de juillet. Ce mois de juillet fut un petit mois, comme en fait l'année dernière ou les années d'avant. Je lis pas beaucoup pendant la période d'été. Je suis fatiguée en fait. Il y a toute la fatigue que j'ai accumulée depuis les 6 premiers mois de l'année qui me retombe dessus pendant les vacances d'été. Donc je fais autre chose en fait. je lis pas tant que ça. Mais du coup j'ai quand même quelques lectures à vous montrer pour le mois de juillet, dont un coup de cœur dont je vous ai parlé la semaine d'avant. Je sais plus trop quand c'est la dernière fois que j'ai filmé, mais la dernière vidéo du moins. Voilà, je dois vous déclarer mon amour pour une saga. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et la semaine prochaine ça sera le book haul. Et puis voilà, donc voilà. Les deux premières vidéos sont actées déjà. Donc je vais vous parler de suite de ma première lecture du mois de juillet dont je vous ai parlé rapidement dans la dernière vidéo. C'est ça. C'est ce bijou. Morning Star de Pierce Brown, qui est le dernier tome de la saga Red Rising aux éditions Hachette Roman. Comment vous dire c'était... Je sais pas, je suis passée par un peu tous les stades dans cette lecture, c'est-à-dire que, en fait, j'ai eu je dirais pas une panne de lecture, mais un moment où je voulais plus lire, parce que je sais pas, c'est pas que ça m'avait saoulée, mais sur le coup, je me suis dit, attends, il faut que je fasse une pause, parce que c'est en train de me fatiguer, je sais pas trop comment le dire, mais c'était pour après de reprendre de plus belle en fait ma lecture, parce que je sais pas, après passer ce moment un peu bizarre, je l'ai dévoré, je l'ai lu et c'était terminé. Donc dans ce tome-ci, on a une petite ellipse de 9 mois ou 6 mois, je sais plus, entre la fin du tome 2 et le début du tome 3. Contrairement entre le tome 1 et le tome 2, il y avait une ellipse de 2 ou 3 ans, je crois. Là, c'est relativement court suite aux événements du tome 2 qui sont assez vénères, n'est-ce pas? Donc, on suit Garo, toujours à la première personne, voilà, qui va poursuivre son mouvement de libération des classes, des couleurs, pour mettre voilà, une sorte d'égalité entre les rouges et les ors. Et il va être voilà, accompagné de certaines personnes, notamment quand ces personnes-là ont découvert son identité dans le tome 2. Voilà, c'est très très cool là-dessus, c'est énorme en fait. Je sais pas, en fait, la force vraiment de ce récit, déjà, c'est les personnages. Je saurais pas comment vous dire à quel point j'aime Sévro. Sévro, à mon âme, à mon cœur, à tout ce que vous voulez, c'est un génie. Je sais pas trop comment vous le dire. Voilà, c'est le gobelin de l'histoire qui fait que il jure, il est méchant, il est vulgaire. Mais il a une part de bonté en lui qui est assez exceptionnelle. Des fois, il peut être plus bas que terre. Enfin voilà, il a une personnalité, je trouve, hyper attachante et hyper hors du commun. C'est lui qui fait le livre, clairement. Il y a des moments où, avant les batailles, ils se réunissent tous, que ce soit en physique ou par le biais de communication. Et il met l'ambiance. il sort la réplique, la punchline qui fait que, voilà, il y a Darrow il a une connexion avec lui qui est juste énorme et phénoménale, qui fait que voilà, les deux ensemble, Sévro et Darrow, dans ce tome-ci et même dans toute l'intrigue en fait, c'est des malades. Franchement, c'est des malades les deux. Et c'est hyper émouvant et touchant de les suivre, de voir par quoi ils passent. Parce que depuis le tome 1 et surtout aussi dans ce tome 3, ils vont en voir de toutes les couleurs, vraiment. Et ouais, non, c'est vraiment cette amitié-là qui m'aura le plus bouleversée dans ce livre et qui m'a fait que quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit ah ouais, ça y est, je les quitte. Et c'était compliqué vraiment de redescendre parce que comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je l'avais mis dans la question, je sais plus, qui m'a tiré les larmes ou qui m'a fait pleurer. Et ben, j'étais dans cet état-là, proche de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais dans un second temps, en mode ouais, ça se finit comme je le voulais en fait, ça se finit vraiment ouais, comme il faut. Il n'y avait pas une fausse note parce que même l'intrigue, elle est aux petits oignons, c'est. Je sais pas, il a le don pour vous faire aller de gauche à droite, de droite à gauche, l'auteur, alors que en fait non, c'est pas du tout ça. J'ai été embarquée du début jusqu'à la fin, vraiment, cette intrigue était... à part le petit moment de creux, je me souviens même plus quand est-ce que ça arrivait, ce moment un peu de malaise dans l'intrigue où je savais pas trop quoi faire. Mais après ça repart vraiment de plus belle et c'est juste beaucoup trop bien. Ce qui fait que la fin, je la voyais pas du tout venir, enfin... On se doute de comment ça va se finir quand même, la saga Red Rising, mais c'est la manière dont c'est fait
qui m'a pris un peu au dépourvu et qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qui s'est passé. Voilà, après on laisse les personnages avec tout un monde et toute une histoire à reconstruire. C'est pour ça que je pense que c'est un peu plus détaillé dans la deuxième partie de la saga. Je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus, mais ouais, pour l'instant je vais pas trop m'y intéresser vu qu'elle n'est pas terminée et qu'elle n'est pas traduite en entier. Mais ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a un second cycle. Mais le premier se suffit largement à lui-même, par contre. Hein. Donc si vous n'êtes pas intéressé de lire la suite, Morningstar conclut très très bien cette saga, à mon sens du moins. Et puis voilà, donc franchement c'était une superbe lecture, j'ai adoré vraiment, je suis tellement contente d'avoir osé franchir le pas de découvrir Red Rising, parce que le tome 1 VGT, mais depuis un milliard d'années, je l'avais acheté en plus, je me souviens, parce qu'il était en prix réduit alors que c'était un brochet, enfin vraiment c'est complètement par hasard que je suis tombée voilà, sur ce livre là, et c'est complètement par hasard aussi que j'ai entendu voilà, des Instagrammeurs en parler, donc voilà. Comme quoi des fois les lectures vendues vraiment à outrance par des influenceurs du livre, ça porte ses fruits par moment, parce que je suis vraiment très très fan de cet univers là, et malgré que ce soit de la SF, parce que d'habitude je suis pas du tout SF, j'aime pas du tout ce qui se passe dans l'espace, tout ça, là pour le coup je sais pas si c'est parce que c'est de la SF pas adulte mais plutôt ouais, young adulte plus je dirais, c'est entre le young adulte et le adulte de... Enfin après je sais pas, j'ai jamais lu de SF vraiment très très adulte, mais ouais, je pense que si je dois vraiment m'intéresser au style de la SF, de la science-fiction, je pense que c'est par ce biais-là qu'il faudrait que ouais, je m'y intéresse pour pouvoir commencer à aimer le genre. Mais voilà, Morningstar, la saga Rising, ça, elle m'a tuée, elle m'a butée. Si je dois faire un reproche, un seul reproche, c'est le personnage de Mustang, je dirais. Je sais pas trop, en fait, je la trouve trop parfaite et trop lisse. Donc, je sais pas, c'est le seul petit, mais vraiment tout petit bémol que j'ai à reprocher. C'est parce qu'elle est tout le temps là au bon moment, tout le temps là avec les bonnes répliques et les bonnes idées. Ça m'énerve, les gens trop intelligents comme ça. Mais voilà, c'est juste moi, de mon point de vue. Après, voilà, Mustang reste quand même un personnage assez exceptionnel. Gros coup de cœur aussi pour Victra. La belle gosse, je l'aime d'amour, vraiment, ouais, c'est toute la clique qui entoure Garo, que ce soit aussi Ragnar et ouais, c'est Vro, Cassius aussi, même si voilà, c'est l'ennemi un peu de Darrow. Il y a un lien aussi avec Cassius et Darrow que je trouve vraiment exceptionnel aussi. Alors, peut-être pas à la hauteur du Darrow Sévro, mais voilà, il y a une connexion avec Cassius aussi qui est juste sensationnelle, je trouve. Donc franchement, ouais, les personnages et les liens qui se sont créés entre eux, c'est bouleversant, je trouve, et c'est ça qui m'a vraiment émue jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que ouais, il se passe vraiment énormément de choses, et que voilà, c'est Darrow, on le retrouve quand même très très bas, vraiment à 6 pieds sous terre dans le début du tome 3. Il croit plus en rien, il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il est, et c'est vraiment la force des personnes qui l'entourent, que ce soit voilà, Mustang, Sévro, un peu Cassius aussi, il y a Ragnar qui intervient beaucoup, voilà, qui vont le pousser à... et danseurs aussi, j'oublie un peu trop souvent, mais voilà, qui vont lui redonner espoir et lui redonner les ailes, un peu, quelque part, qu'il avait brûlé à la fin du tome 2. Ils vont le ramener vraiment à la vie, c'est le mot, c'est au début de ce tome 3, Darrow est complètement fichu. Et voilà, c'est ce qui transparaît dans cette saga, c'est les liens entre les personnages, c'est leurs relations, c'est le fait qu'ils ne soient rien l'un sans l'autre. Vraiment, c'est... ouais. Et je me maintiens vraiment... C'est quelque chose, je pense, que j'avais dit dans une vidéo, c'est que quand je lis un livre qui a un coup de cœur, c'est que vraiment, c'est les personnages, vraiment. L'intrigue aura beau être un peu bateau, l'écriture un peu bancale, si je retrouve des personnages qui m'émeuvent et qui me transportent et qui me blessent et qui me font vibrer de l'intérieur, ça aura tout gagné. Franchement, c'est ce que je cherche dans un livre, c'est cette liaison-là, c'est cette connexion-là qu'il y a entre les personnages,
Et ouais, après quand il y a voilà, l'intrigue qui suit et que voilà, l'écriture est fabuleuse, là c'est encore un cran au-dessus. Mais voilà, je vous recommande à fond Red Rising, qui est une saga qui je trouve vaut le détour. Si vous voulez vous intéresser à la SF, je pense que c'est un bon premier livre. Voilà, c'est un young adulte, après c'est pas... L'univers est pas hyper travaillé, mais il y a quand même toute une histoire politique, tout un enjeu politique qui est très intéressant, voilà, comme dans tous les dystopies. Donc je vous le recommande, ça existe maintenant en poche. Donc vous n'êtes pas obligé de vous les acheter en brochet, et voilà, il y a des versions e-book, tout ça. Après le second cycle, je verrai si je m'y intéresse, mais pour l'instant je préfère rester sur ce souvenir là de Red Rising, que être possiblement déçu suite voilà, à un second cycle que je trouverais peut-être un peu inférieur, même si d'après voilà, les avis que je peux voir c'est pas le cas, mais voilà, je préfère attendre, je préfère vraiment voilà, savourer cette lecture qui, ça fait un mois que je l'ai lu quand même et qui reste encore là, et ouais, donc franchement si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil, allez-y, et puis voilà, Red Rising aura refait mon année. Et je sais pas si Pierce Brown a écrit d'autres livres, mais ouais, je pense que c'est un auteur vraiment très cool. Donc voilà, Red Rising, je vous le recommande. Alors, après Red Rising, j'ai fait une mini panne de lecture, je dirais, parce que ça a été fulgurant. Donc je me suis dit, avant de reprendre un livre costaud, je vais me lire les BD que j'avais dans ma pile à lire. Donc je me suis plongée dans les deux que je vous avais présentés dans le précédent book haul. J'ai lu d'abord Zombielenium, le deuxième tome, Ressources humaines, de Arthur Depin aux éditions Dupuis. C'était trop bien, franchement, je me régale à lire Zombielenium. Ça a un humour, je trouve, énorme, vraiment très je ne saurais pas dire cassant. En plus, l'intrigue de ce tome 2, je l'ai vraiment hyper bien aimé. Avec la... Je sais plus comment elle s'appelle, la mère, et puis cette histoire de démons partagés en deux. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais ouais, et puis cette espèce de révolution qui a le squelette qui est kidnappé. Enfin, vraiment, c'est... Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Même si le héros qu'il y avait dans le tome 1... je me souviens jamais de son nom, et peut-être un peu moins présent dans ce tome-ci, mais franchement très cool. Je me régale en fait à lire Zombielenium, c'est une très belle découverte, je suis contente de me procurer ces BD là, dès que je verrai le tome 3 en librairie, je me l'achèterai pour le lire, mais franchement pour moi, c'est pas une saga avec une intrigue de malade, avec voilà, des dessins de fous furieux, parce que les dessins sont quand même assez, comment dire, je dirais pas plat, mais voilà, c'est pas du... Moi qui ai l'habitude de regarder des animés et des mangas, voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même type de travail. Mais je trouve ça hyper rafraîchissant, et c'est ce qu'il me faut en fait en ce moment. Donc voilà, des histoires un peu, je dirais pas légères, parce qu'il y a tout un truc, voilà, il y a une sorte de critique de la société, du monde capitaliste et tout, c'est... Enfin voilà, c'est énorme à lire, donc il y a des moments quand même assez sérieux, mais en fait, c'est tourné quand même avec tellement de dérision que, ouais, non, moi je valide, je plus sois. Franchement, j'encourage les gens à lire Zombielenium. Et si vous n'êtes pas intéressé par la BD, vous pouvez très bien voir le film en animation, qui est. Alors, je saurais pas dire vu que j'ai pas lu les autres tomes, mais en gros, c'est un peu un tome 1, mais il se passe pas tout à fait ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle œuvre française. Je suis très contente de me les avoir procurées. Et ouais, donc voilà, bientôt pour le tome 3. Mais ouais, c'était vraiment très cool. Vraiment, j'adore, je valide à 100%. Et voilà, à voir ce qu'il adviendra dans les prochains tomes. Et ensuite, je me suis plongée du coup dans le 8e, il me semble, le 8e tome de Echo, La sirène de Manhattan, par Ayarcède et Barbucci aux éditions Soleil. Ce tome-là, alors c'est vrai qu'entre Zombielenium et Echo, ça n'a rien à voir, vraiment. Mais non, je l'ai bien aimé, même si il me manquait... alors si soit c'est moi qui l'ai mal vu, je sais pas où il est passé, mais je sais pas où est passé Sigisbert. Il est où? Il est où dans ce tome-là? Je le vois pas. Et je trouve que c'est le personnage qui fait tout, en fait, à chaque fois dans Echo. Et j'ai ressenti ce manque, vraiment, de pas avoir eu Sigisbert. Parce que... Enfin, j'aime beaucoup Fourmi et Yuki, je sais plus comment il s'appelle, Yuri. Mais voilà, c'est le trio en fait que j'aime beaucoup. Les deux juste ensemble,
avec leur copine, je sais plus comment elle s'appelle, elle aussi, je l'ai là, elle s'appelle Grace. Je sais pas, déjà elle on la voit pas tout le temps, donc c'est pas un personnage auquel je me suis forcément beaucoup attachée. Mais je sais pas, il m'a manqué un truc en fait dans ce tome là où voilà justement il n'y avait pas Gisbert, du coup je le cherchais un peu partout en mode il est où, il est où. Je me souviens plus si dans le tome 7 on sait pourquoi il est pas là, je me souviens plus. Après je trouve que c'est quand même un peu plus mature que les autres tomes, c'est à dire que j'avais comment dire, dans les premiers tomes, il y avait Yuri qui s'est tourné beaucoup autour de fourmis et puis ça a entraîné des situations un peu voilà, je vais pas vous décrire les situations, mais là du coup ça s'est beaucoup calmé dans les derniers tomes, même le tome d'avant je crois qu'ils n'étaient pas passé grand chose, le tome d'encore avant je crois qu'il y avait encore des trucs, mais ça rend le récit un peu plus mature j'ai l'impression, donc j'aime bien parce que je pense que ce côté beauf, je l'aimais bien au début mais ça m'a lassé au fur et à mesure, donc là ça va mieux. En fait ouais c'est un peu mitigé. J'ai pas ça, enfin mitigé c'est un peu un mot qui veut plus dire du mal que du bien. Mais non, en fait j'ai trouvé des points négatifs et des points positifs à cette BD. Donc je sais pas trop si je vais continuer en fait parce que je sais pas, je voudrais voir déjà ce que donne le 9ème tome parce que je crois qu'il y a 10 ou 11 tomes parus à l'heure actuelle. Mais je sais pas où on va en fait. je sais pas trop. J'avais l'impression qu'il y avait une intrigue qui se mettait en place plus ou moins autour de Fourmille, mais elle a plus ou moins disparu, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas trop le chemin que veulent emprunter les deux auteurs. Je sais pas trop. Franchement, donc à voir, je m'achèterai le tome 9 pour voir ce qu'il en est. Mais à force que ce soit toujours la même chose, le même délire où voilà, il y a un personnage mort qui vient hanter Fourmille et du coup il va falloir élucider la mort de cette personne pour qu'elle soit débarrassée de son esprit. Au début c'est bien mais vu que c'est tout le temps la même rengaine, c'est un peu lassant je dirais. Je saurais pas trop quoi vous dire. Après j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le dessin. Mais ouais, l'intrigue, j'aimerais que ça envoie un peu plus de pâté, que ça bouge un peu plus. Mais ouais, à voir. Après, l'intrigue en elle-même dans ce tome-ci, elle est plutôt cool avec le connaisseur de vin et le poulpe. Non, franchement, je l'ai bien aimé. Après, ouais, je sais pas. Ça commence à aller dans un rythme que ouais, je trouve un peu lassant. Donc, à voir ce qu'il en est dans le 9ème tome. Mais ouais. Voilà, c'était quand même une très très belle lecture, c'est ce qu'il me fallait après Red Rising, vraiment, ces deux lectures BD ont sauvé un peu mon mois de juillet parce que sinon je lisais plus rien. Ensuite, je me suis plongée dans ceci, Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. J'arrive jamais à le prononcer. Aux éditions France Loisirs, j'ai lu uniquement le tome 5 pour l'instant, Le Baptême du Feu. Le tome 6, alors je l'ai pas encore commencé, mais je vais le commencer bientôt, incessamment sous peu. Voilà, c'est... Après, voilà, Red Rising, mes lectures un peu détentes, il fallait que je retrouve une source sûre, un peu quelque part, vu que les 4 premiers tomes avaient été fabuleux, fantastiques. Et ce tome 5 suit la lignée vraiment des autres tomes, même si je pense que certaines personnes pourraient le qualifier un peu de transitoire. Je ne saurais pas trop comment dire, parce que transitoire, c'est quelque chose un peu... voilà, où il se passe rien, mais je pense qu'après les événements du tome 4 ou voilà, et même du tome 3 qui s'enchaînent à une vitesse folle, il se passe un énorme truc dans le tome 4, il fallait un tome 5 un peu plus, je dirais pas ralenti, mais pour remettre un peu les bases, vous voyez, parce que là on suit après du coup l'événement du mont Soden, non, bon, je sais plus, là où il y a eu la réunion des sorciers, où ils sont tous foutus sur la gueule, Ciri s'est retrouvé propulsé on ne sait où, Geralt il s'est fait massacrer, il est dans la forêt pour se faire soigner, et Yennefer, boum, volatilisé, on sait pas où elle est. Donc ce tome 5 permet de suivre un peu les points de vue de tous les personnages, même si on est surtout et beaucoup à côté de Geralt, que j'aime de tout mon cœur. J'étais très contente d'avoir un tome vraiment centré beaucoup sur lui, parce que dans le tome 3 et le tome 4, alors je saurais plus faire la différence vu que je les ai lus en même temps, mais on était vraiment concentré sur Ciri, sur son apprentissage, aux côtés de Yennefer notamment, voilà comment elle apprenait la magie, comment elle s'en est sortie après quand elle a été propulsée on ne sait où et qu'elle s'est retrouvée avec les rats. C'est vraiment 2 tomes beaucoup centrés sur Ciri, et là on retrouve Geralt et ça me fait un bien.
c'était trop cool, c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, on a beaucoup plus de scènes avec Geralt. Alors on suit un peu Ciri, notamment grâce au rêve que fait Geralt, parce qu'ils sont liés tous les deux, donc on a des nouvelles de Ciri grâce à Geralt. Et après on a un peu des nouvelles de Yennefer, mais elle apparaît vraiment pas longtemps, mais justement ça permet de poser les bases de ce qu'elle compte faire, et je pense qu'on va le découvrir très prochainement dans le tome 6. Mais ouais, ce tome là avec Geralt, je l'ai beaucoup aimé parce que justement, après les événements du tome 4 et du tome 3, où justement on lui reprochait beaucoup sa neutralité, le fait que voilà, monsieur il pense qu'il est sorceleur donc il se croit un peu au-dessus, voilà, il choisit pas son camp, machin, matasti. Mais voilà, au final il se rend compte de son erreur et de dire que voilà, le fait qu'il soit resté beaucoup trop neutre, beaucoup trop longtemps, c'est à cause de ça que Ciri a disparu. Donc il s'en veut énormément hein, dans ce tome-là. On le retrouve un peu comme Darrow dans Red Rising, c'est-à-dire que il est vraiment dans... Ouais, il s'en veut beaucoup, il veut à tout prix chercher Ciri. Donc voilà, c'est une course un peu contre la montre. Dès qu'il sera guéri, il va quitter la forêt avec Jaskier et une dryade dont je me souviens plus le nom, c'est Mila je crois. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ouais, ça va être ses deux premiers compagnons de route. Et il va être le plus vite possible à Nilfgaard pour aller chercher Ciri, pour aller la protéger. Patati patata. J'aime beaucoup voilà, le lien qu'il y a entre les deux. C'est... Voilà, Ciri et Geralt, là aussi je vais vous reparler de liens, mais même, et puis le lien aussi qu'il y a avec Yennefer et Geralt et avec Ciri, enfin ce triangle est juste, il ravit mon cœur à chaque fois, donc je suis vraiment très contente de m'être plongée dans le tome 5 et bientôt dans le tome 6, parce que je pense que, voilà, ce tome 5, il a posé voilà, la quête de Geralt, la quête de Ciri, la quête de Yennefer. Voilà, et c'est énorme parce que du coup, Geralt et Yennefer ne sont pas ensemble, ils ne se rencontrent jamais dans ce tome 5, mais ils vont avoir le même but, c'est-à-dire, on va chercher Ciri, on va aller la chercher, on va aller la protéger, c'est notre responsabilité. Voilà, il y a ce lien parent-enfant qui se crée. Voilà, Yennefer la considère quasiment comme sa fille, et Geralt comme voilà, sa fille aussi, et vraiment c'est très très touchant à lire et à voir. Donc voilà, ces trois-là, je les aime d'amour. Très très hâte de voir ce qui se passe dans le tome 6, parce que dans le tome 5, il se passe pas énormément de choses. Voilà, il y a Geralt quand même qui avance beaucoup d'un point de vue aussi bien géographique que mental, parce qu'il va rencontrer énormément de personnes sur son chemin. Voilà, il va être confronté aux horreurs de la guerre, notamment voilà, Nilfgaard et tous les autres, voilà, les royaumes du Nord qui essayent de se liguer pour éviter l'invasion. Il va avoir des horreurs, il va perdre certains de ses amis, mais d'un autre côté, voilà, il essaye d'être désagréable, de leur dire non mais il faut que j'aille seul, il faut pas que vous mêlez de mes histoires, il va vous arriver que du mauvais, ainsi de suite. Sauf que, voilà, à un moment donné, du coup, il se retrouve avec une clique qui est assez marrante. Lui-même, il le dit, il fait mais comment j'ai fait pour me retrouver avec ces gens? Donc franchement, et c'est ce qui fait la force, voilà, c'est ce qui va ranimer un peu Geralt, dans le sens où il va arrêter pas d'être neutre, mais il va se remettre en question. Voilà, il va même s'allier avec un monstre à un moment donné, alors que normalement son code voilà, de sorceleur lui aurait dit non, il faut le tuer. Non, il va vraiment commencer à prendre des décisions par lui-même, et puis voilà, enfin, c'est vraiment très très cool. L'évolution de Geralt est vraiment hyper touchante à suivre et hyper émouvante, voilà, parce qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas seul, et c'est compliqué pour quelqu'un qui est persuadé d'être seul et qui même veut la solitude, quand les autres s'imposent à lui et qui voilà, il n'a pas le choix, ils veulent pas le lâcher, ça lui met un truc quand même, ça lui fait quelque chose, et vraiment j'ai hâte de voir comment ça va évoluer du coup dans ce tome 6. Mais voilà, après Yennefer, on a que quelques scènes avec elle, mais on comprend ce qui s'est passé après le tome 4, voilà, comment elle a disparu. Pour Ciri, il n'y a pas beaucoup d'avancées, elle, de son côté avec les rats, mais c'est ce que j'avais reproché dans le tome 4, je crois, je suis un peu perdue avec tous les tomes, mais dans le tome 4, j'avais un peu souligné la relation avec Mist, je sais pas trop comment ça se prononce, que j'avais trouvé très malaisante et très malsaine dans le tome d'avant. Dans ce tome-ci, je l'ai encore ce sentiment. Alors, je suis un peu déçue de dire ça parce que justement, c'est rare quand même dans un fantasy où on a de la représentation, où voilà, Ciri et Amy sont deux femmes, qu'elles aient une relation. Voilà, moi j'aime beaucoup voilà, le fait qu'il y ait autre chose que des relations hétéro,
mais je trouve leur relation très bizarre, vraiment très malsaine. À un moment donné, c'est même dit clairement que voilà, oh mais c'est qu'un jeu, c'est que machin, patati patata. Ça me dérange, vraiment, c'est Miss qui me dérange plus que tout parce que Siggy, elle a encore, c'est une enfant, hein, elle a 14-15 ans je crois, elle est un peu complètement même paumée. Donc voilà, et l'autre j'ai l'impression qu'elle se sert de ça quoi. Et voilà, j'aime pas du tout leur relation, je la trouve très très... Ouais, je n'aime pas du tout, j'aime pas en fait, les rats en général, tous les personnages je les aime pas. Il y a, donc voilà, et Miss encore plus parce que je la trouve, ouais, elle profite en fait. C'est pas une relation 100% consentante de mon point de vue, j'arrive pas trop à exprimer mon ressenti parce que Stiri elle le dit que bon, elle est pas forcée quoi, enfin, mais ouais. Il y a une certaine froideur, je trouve, je sais pas, parce que par exemple, dans ce tome-ci, on voit beaucoup Miss qui va venir vers elle, qui va voilà, essayer d'établir des contacts. C'est tout le temps elle en fait qui établit le contact. Siri ne va jamais vers elle quasiment. C'est tout le temps Miss qui va lui toucher la main, essayer de l'enlacer, tout ça. Alors que Siri elle fait rien. Donc je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Donc c'est le seul bémol que j'ai à reprocher. Alors à voir comment ça se passe dans le tome 6. Parce que je pense que voilà, l'intrigue avec Siri va prendre un peu plus de profondeur. Mais ouais, cette relation, je la trouve un peu bizarre. Donc bon, encore une fois, une très très belle lecture. Un très très beau coup de cœur, là aussi, franchement, enfin, je pense que je vais prendre cette saga dans la globalité, vu que tous les tomes sont juste géniaux, donc franchement, je le mets à la hauteur de tous les autres tomes d'avant, donc ouais, je suis très très contente. J'ai hâte de vous parler du tome 6, que je vais commencer bientôt. J'espère que ça sera dans la même lignée de ça et que voilà, on rentrera un peu plus dans l'action que dans ce tome là. Puis voilà, non, vraiment très très contente d'être aux côtés de Geralt et ouais, ça m'a fait du bien d'avoir un tome vraiment centré sur lui, sur son évolution et sur son parcours et ouais. Non, franchement, j'adore. Et puis même toute la clique qui l'accompagne, il y a Jasquier, donc forcément, moi je suis ravie. Mais ouais, non, franchement, je suis hyper contente. Je suis très très contente de ma lecture, c'était ce qu'il me fallait. Donc là j'ai fini mes lectures manga et après je me reprends avec le tome 6, voilà, pour me régaler aux côtés de notre bon cher sorceleur. Et à bientôt pour la saison 2, en décembre, trop bien, beaucoup trop bien. Donc j'espère que j'aurai fini la saga du sorceleur avant la saison 2, mais ouais. Je suis très contente et je vous recommande vraiment à 100%, je vous recommande, mais foncez sur le sorceleur, c'est beaucoup trop bien. Hein. Ça a été pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors il n'y avait pas beaucoup de livres, mais c'était des pépites. Et je suis très très contente de vous avoir enfin parlé de Morningstar en fait. Je sais pas si j'emmagasinais tout pour éviter d'oublier ou pour éviter de... Mais ouais, ça, le fait d'en avoir parlé, ça m'a fait du bien. Vraiment, je suis contente. Lisez Red Rising. Voilà, très fortement. Et lisez le sorceleur aussi. Mais ouais, ça m'a fait plaisir vraiment de... Parce que je sais pas, comme je l'ai dit, le mois de juillet et le mois d'août, c'est pas les mois où je lis le plus. Parce que je suis fatiguée. Et lire de très bonnes lectures pendant cette période-là, c'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Donc, je suis de retour. Voilà, vous me verrez pendant tout le mois d'août. Je prends mes prochaines vacances en septembre. Donc... D'ici là, voilà, vous aurez quelques vidéos sous la dent. Et puis voilà, j'espère que tout va bien dans vos vies, que vous profitez de ce mois d'août qui est un mois pluvieux, mais à quand l'été, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!